À la suite de cela, nous procéderons au vote. Autant je suis ravi de la présence massive de nombreux compatriotes, autant je sais compter sur eux pour, comme à présent, rester calme. La quiétude que requiert ce haut lieu du peuple gabonais. Cela dit, je m'en vais donc immédiatement inviter Monsieur Alain-Claude Bilebinze à venir devant les députés présenter son programme de politique générale. Voilà, Alain-Claude Vous avez la parole. Invité à prendre la parole. Nous allons donc assister à la déclaration de la politique générale d'Alain-Claude Bilebinze à sa qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. La bouteille est ouverte. Mais maintenant, vous avez la parole, Monsieur Bilebinze. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables présidents des groupes parlementaires, honorables députés, mesdames et messieurs, je me tiens devant vous ce mardi 24 janvier 2023, alors que l'équipe gouvernementale que j'ai l'honneur de diriger a vécu un drame. Le drame de perdre l'un de ses membres les plus éminents, en la personne de M. Michael Moussa Adamou, dont le décès tragique nous a plongés dans la consternation, la tristesse et le deuil. M. Michael Moussa Adamou était un frère, un homme d'État engagé, connu pour son amour pour le Gabon. Mes pensées se tournent vers son épouse Brigitte et vers toute sa famille biologique, à qui je renouvelle ici les condoléances du gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, 33 ans après le début de mon engagement politique. Monsieur le Premier ministre, je suis désolé, je m'excuse de devoir vous interrompre, mais à la suite du rappel que vous venez fort justement de nous faire, je dois reconnaître que j'aurais dû moi-même commencer par là. J'y ai pensé, mais peut-être que l'enthousiasme manifeste dans la salle m'a fait perdre le fil de ma pensée. Je vais donc les honorables députés ainsi que l'assistance à bien vouloir se lever pour observer 1 minute de silence. Merci. Veuillez continuer, Monsieur le Président. Merci.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, 33 ans après le début de mon engagement politique, me voici en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, afin de me livrer à un exercice républicain, prévu par les dispositions de l'article 28A de notre Constitution qui dispose, je cite, « Dans un délai de 45 jours au plus, après sa nomination et après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre présente devant l'Assemblée nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un débat suivi d'un vote de confiance. » Fin de citation. Je suis donc venu débattre avec les honorables députés et solliciter votre confiance et à travers vous, la confiance du peuple gabonais dont vous êtes ici les dignes représentants. La confiance, Monsieur le Président, sera le moteur et le socle sur lequel j'entends fixer l'action du gouvernement que j'ai l'honneur de conduire sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au service du Gabon. Je voudrais saisir l'occasion solennelle qui m'est offerte pour lui adresser ma profonde gratitude, la reconnaissance de ma famille, ainsi que celle de tous les miens. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, en portant son choix sur ma modeste personne pour diriger le gouvernement de la République à un moment si particulier de l'exercice du mandat que le peuple gabonais lui a renouvelé le 27 août 2016, le président de la République a démontré, une fois de plus, que tout enfant du Gabon, quelle que soit son origine, son rang social, ses convictions religieuses, peut avoir l'opportunité, par son travail, son engagement, son abnégation, à servir son pays au plus haut niveau des responsabilités gouvernementales. Par le choix fait sur ma personne, le président de la République réitère une position de principe, traduite en un engagement politique, à savoir l'égalité des chances. Ce concept qui signifie que dans un État de droit démocratique, le mérite et l'effort doivent toujours être récompensés. Maintenant donc, devant vous, ce 24 janvier 2023, je suis, Monsieur le Président, j'incarne le visage de l'égalité des chances. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, voici bientôt 7 ans que nous sommes aux responsabilités dans le cadre du deuxième mandat que porte le président Ali Bongo Ondimba. Voilà bientôt 7 ans que des réformes structurelles ont été engagées pour accentuer la diversification de notre économie afin de la rendre plus robuste et plus résiliente. Voilà bientôt 7 ans que des efforts soutenus sont consentis, notamment dans la construction et la modernisation de nos infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, scolaires, hospitalières et j'en passe. Voilà bientôt 7 ans que nous maintenons le cap sur la transformation du Gabon, tout en préservant notre vivre ensemble et la paix qui est notre héritage commun. Et cependant, il reste encore tant de choses à faire. Il en restera toujours dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, car la construction d'un pays est un processus long qui peut avoir ses lenteurs, ses lourdeurs et ses temps d'accélération. Tout pays est en effet en perpétuelle construction et en perpétuelle modernisation. Le Gabon, notre pays, n'y échappe pas. Pour autant, parvenu à ce stade de notre mandat collectif, celui de la fin dans quelques mois du mandat présidentiel
et de la législature en cours, il nous faut répondre à une double exigence. D'une part, poursuivre la mise en œuvre des réformes et des projets engagés, tout en recherchant les meilleures solutions de financement pour finaliser les chantiers qui peuvent l'être. D'autre part, nous attaquer aux urgences sociales auxquelles nos compatriotes se trouvent quotidiennement confrontés. C'est donc sur ces doubles exigences, que dis-je, cette double mission que j'entends inscrire l'action de mon gouvernement. Continuité et réorientation. Pour avoir été de tous les gouvernements depuis septembre 2016, je ne renie rien de ce qui a été fait. Et en responsabilité, j'engage la continuité des choix stratégiques opérés, même si j'ai conscience que dans certains des cas, nous aurions pu faire d'autres choix. C'est le lieu pour moi de rendre hommage à l'action de tous mes prédécesseurs. Je pense en particulier à Madame Rose Christiane Osukara-Ponda, première femme à avoir occupé les hautes fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, et désormais première femme à être promue à la prestigieuse fonction de vice-président de la République. Une nomination qui conforte le leadership du président Ali Bongo Ondimba dans la promotion de la femme gabonaise. Permettez-moi d'avoir également une pensée toute spéciale pour Emmanuel Issoze Ngonde, premier fils de Logwe Vindo à m'avoir précédé à cette haute et prestigieuse fonction de Premier ministre chef du gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, à côté de cette nécessaire continuité que j'assume, il me faut vous dire, honorables députés, que j'assume tout autant l'orientation sociale que j'entends donner à l'action de mon gouvernement. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, sans que cela n'ait vocation à justifier quoi que ce soit, nous devons à la vérité de constater que le mandat que nous vivons a été marqué par de nombreux événements imprévisibles et incontournables, qui ont fortement et durablement impacté la vie de la nation. Il y a d'abord eu, en octobre 2018, l'accident de santé du président Ali Bongo Ondimba. Ce fut un événement imprévisible et incontournable, qui, 2 années durant, a considérablement ralenti l'action de l'État. Au demeurant, les institutions gabonaises ont démontré leur solidité et leur capacité à préserver l'État et la nation des nombreux risques auxquels nous étions exposés. Il y a ensuite eu la pandémie à Covid-19, un événement tout aussi imprévisible et incontournable, qui a impacté l'économie mondiale et le Gabon n'y a pas échappé. Même si nous devons reconnaître que les décisions prises par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement ont permis de préserver des vies et de soutenir l'économie nationale. Enfin, la crise russo-ukrainienne, que nous aurions pu penser si lointaine, mais dont les effets impactent notre quotidien avec le bouleversement de la chaîne logistique mondiale, la hausse des coûts de l'énergie, des transports et une inflation qui n'épargne aucun pays. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, avant de décliner les grandes lignes de l'action que mon gouvernement va mener, permettez-moi de dire quelques mots sur le cadre macroéconomique de l'année 2022. L'année 2022 s'est caractérisée par un cadre macroéconomique et budgétaire national en amélioration, malgré le ralentissement constaté de l'économie mondiale, dont la croissance est établie à 3,2% contre 6% en 2021. Ce ralentissement de l'activité économique mondiale résulte des effets combinés du conflit russo-ukrainien, de la persistance de la pandémie à Covid-19 dans certains pays et de la hausse record de l'inflation au niveau international. L'adoption de politiques monétaires plus restrictives en vue de freiner l'inflation et la hausse du prix du baril du pétrole et du gaz
sont des facteurs qui ont également contribué à ralentir la croissance mondiale en 2022. En dépit de ce contexte international plutôt défavorable, l'économie gabonaise a été résiliente. En effet, l'activité économique nationale s'est accélérée, atteignant un taux de croissance réel du PIB estimé à 3%, alors qu'il n'était que de 1,5% en 2021. Cette hausse est la résultante de l'accélération des réformes stratégiques initiées depuis 2021, dont l'objectif principal est de diversifier les sources de création de richesses dans notre pays et ainsi renforcer la résilience de notre économie. La stratégie mise en œuvre s'appuie sur deux piliers. L'accélération des réformes économiques d'une part et d'autre part, la réalisation de projets structurants avec une implication croissante du secteur privé. À court terme, malgré les incertitudes macroéconomiques affichées sur le plan international, le gouvernement reste déterminé à concrétiser les objectifs fixés par le plan d'accélération de la transformation. De fait, les perspectives macroéconomiques demeurent optimistes. L'activité économique devrait se consolider en 2023 avec un taux de croissance de 3,1%, soutenu par le renforcement des activités hors pétrole. Par ailleurs, pour assurer une bonne gestion des ressources publiques disponibles, nous continuerons à renforcer le contrôle des dépenses et à améliorer la rationalité des dépenses publiques. À ce titre, la maîtrise des dépenses publiques s'articulera autour de 4 axes. Premièrement, la poursuite des réformes visant à ralentir à contenir la masse salariale sur la période 2020-2023, conformément à nos engagements. Deuxièmement, la systématisation de la mise en concurrence et le renforcement des marchés publics pour lutter contre la corruption, la surfacturation et assurer ainsi à l'État la fourniture de biens et de services dans les limites budgétaires fixées par la loi de finances. Troisièmement, l'optimisation de la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Enfin, quatrièmement, le renforcement du pilotage et du contrôle des services publics personnalisés, afin de contenir les dépenses de subvention conformément aux objectifs du PAT. Outre la maîtrise des dépenses, nous devons améliorer l'exécution des dépenses d'investissement. Cet objectif nécessite avant tout le renforcement du cadre institutionnel à travers une réglementation qui obligerait à ne retenir, pour prise en compte par le budget de l'État, que des projets ayant fait l'objet d'études, première condition d'une exécution réussie. Mon gouvernement renforcera les mécanismes de collecte des recettes publiques, tout en s'attelant à une gestion pluriannuelle des projets d'investissement par le recours à une programmation triennale. Nous maintiendrons également le dialogue avec nos partenaires multilatéraux à qui nous présenterons les axes majeurs de l'orientation sociale que nous donnons à notre action publique. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, les très hautes instructions du Président de la République chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, ainsi que les tournées que j'ai effectuées à travers le Gabon, au titre de mes précédentes responsabilités gouvernementales, m'ont convaincu de la nécessité de donner une orientation sociale à l'action de mon gouvernement. Ceci s'est d'autant plus affirmé que partout où nous sommes passés, les membres du gouvernement qui m'accompagnaient et moi-même avons pu noter les attentes urgentes de nos compatriotes, aussi bien en matière de santé, d'éducation, de formation professionnelle qu'en matière de lutte contre la vie chère. Aussi, en me tenant devant vous, c'est un fils du Gabon, ayant parcouru les 9 provinces de notre pays qui vous parle. Si l'Assemblée nationale veut bien m'accorder sa confiance, le gouvernement que je conduis va s'attaquer sans délai aux préoccupations majeures qui nous ont été exprimées par les populations gabonaises et qui, fort heureusement, font partie de la feuille de route définie par le chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette feuille de route
nous l'avons décliné en 12 points, nécessitant une action urgente et coordonnée. Ces 12 points sont 1. La lutte contre la vie chère. La hausse des prix des denrées alimentaires et d'autres biens de grande consommation crée le désarroi auprès de nos populations. En plus de certaines mesures déjà adoptées, notamment la nouvelle mercuriale des prix, le gouvernement va adopter d'autres mesures urgentes pour soutenir l'achat des ménages. Il s'agira, entre autres, de lutter contre la parafiscalité et de supprimer tous les prélèvements non prévus par la loi des finances et qui ont été créés par des textes réglementaires au niveau central, déconcentré ou décentralisé de l'État. La lutte contre la vie chère est une question de grande importance qui, comme chacun l'a constaté, a fait l'objet de la création d'un département ministériel dédié, avec à sa tête un ministre d'État. Dans les tout prochains jours, je réunirai les départements ministériels concernés par cette question en vue d'organiser, courant mars 2023, les assises nationales contre la vie chère. Elles réuniront les professionnels du secteur, les administrations publiques, les collectivités locales, la grande distribution, les revendeurs, les syndicats de commerçants et les associations de consommateurs. Un examen minutieux de la structure des prix devra être opéré, à l'issue duquel le gouvernement fixera les marges bénéficiaires acceptables. Pour rappel, sur décision du président de la République, le prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité avait été bloqué et d'autres produits indispensables à la vie quotidienne ont été subventionnés. Pour d'autres encore, l'État s'est privé d'une trentaine de milliards de francs CFA de recettes afin de contrôler les prix. Toujours sensible au pouvoir d'achat des ménages, le chef de l'État avait décidé de maintenir la gratuité des transports dont le coût annuel est de 13 milliards de francs CFA. Cette mesure sera étendue à l'ensemble des capitales provinciales et à certaines autres villes de notre pays. Mais le pouvoir d'achat, honorable député, c'est aussi la question du loyer. J'engage le ministère de l'Habitat, en lien avec les collectivités locales, à mener une réflexion sur la structure et l'encadrement des loyers. De même qu'il importe de se pencher sur les plaintes récurrentes dans l'opinion relativement à la question foncière, qui fait déjà l'objet d'un important contentieux devant nos cours et tribunaux. Mon gouvernement s'engage à réviser la loi foncière afin de mieux protéger nos compatriotes face à la tentation de plus en plus forte de la spéculation et donc de l'appropriation indue de nos terres au détriment de leurs premiers occupants. 2. La route. Le glissement de terrain survenu au PK 333 du chemin de fer transgabonais entre les gares d'Ofoué et de Boué dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022 est venu nous rappeler l'importance et l'urgence de renforcer et de préserver notre patrimoine routier et notre réseau routier national. C'est dans cette optique que les travaux de la première phase de la transgabonaise entre le PK 24 et le PK 105 seront prochainement livrés, assurant une liaison routière plus fluide entre Libreville et Nsillé sur la route nationale 1. La deuxième phase de ce projet, qui comprend les tronçons Nsillé-Bifoun et Bifoun-Djolé, sera lancée au cours du premier semestre 2023. D'autres travaux seront lancés dans les mois à venir pour le pavage des voiries de Bitam, Boumango, Mbigou, Moulengi Binza et Oyem. Il nous faudra, dans le même temps, trouver les mécanismes les mieux appropriés pour la relance et l'achèvement de certains projets routiers dont l'intérêt est connu de tous. Il s'agit entre autres des tronçons Ovan-Makokou, Moanda-Bakumba, Ndende-Chibanga, Chibanga-Mayumba et Forasol-Mbega. Qu'on s'entende bien.
Mon engagement ici n'est pas de terminer cette tronçon de route avant le mois d'août 2023. J'indique clairement que mon gouvernement s'attachera à trouver des solutions en vue de la reprise et de l'achèvement de ces travaux. Par ailleurs, au-delà des chantiers routiers bitumés, il est important d'assurer la réhabilitation du réseau routier en terre, car son état de forte dégradation actuelle constitue une entrave à la liberté de circulation des populations, autant qu'elle constitue un goulot d'étranglement pour la circulation des biens. À cet effet, j'ai demandé au ministre des Travaux publics d'élaborer un programme d'urgence en vue de la reprise sans délai des travaux d'entretien des routes en terre, en entreprise comme en régie. Ce programme devra permettre la remise à niveau d'environ 1452 km de routes en terre, notamment l'axe majeur qu'est la voie dite économique reliant Libreville à Franceville par Alembe. Ces travaux seront financés, pour partie, par le budget de l'État et pour l'autre partie, par l'implication des opérateurs économiques des secteurs forêt-bois, mines et pétrole principalement. Dans la nomenclature gouvernementale actuelle, le président de la République et moi-même, conscients de l'urgence que constitue la réhabilitation du réseau routier national, avons choisi d'ajouter aux missions du ministère des Travaux publics, de l'équipement et des constructions, des infrastructures, celle de la connexion des territoires. La connexion des territoires. L'engagement de mon gouvernement est de parvenir dans des délais raisonnables à rendre carrossables par toute saison nos routes en terre. Nous devons donc, par-delà les marchés confiés aux PME, nous employer à rééquiper les subdivisions des travaux publics dans nos provinces. 3. Eau et énergie. Dans le domaine de l'eau et de l'énergie, nous allons accentuer les efforts déjà engagés par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national afin d'améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité. Cet effort soutenu se fera à travers 3 programmes principaux. Le programme Pied-Pal, d'un montant de 77 milliards de francs CFA pour le Grand Libreville. Le programme PASMIR, d'un montant de 35 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Et les projets prioritaires, d'un montant de 11 milliards de francs CFA. À côté de ces programmes, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des partenariats publics-privés ou en investissement direct étranger, au nombre desquels les barrages hydroélectriques de Kingele-Aval, des barrages de Feu-2 et Impératrice, les centrales photovoltaïques de Mouila et de la plaine Ayémé, pour ne citer que ces cas. Par ailleurs, la SEEG, le CNE et la Société de patrimoine poursuivront leur programme d'investissement. En outre, je demande au ministre de l'Énergie d'accélérer le processus d'interconnexion avec la Guinée équatoriale dans le cadre du pôle énergétique d'Afrique centrale, organisme de la CEAC. 4. La santé. Concernant la santé, l'amélioration de l'offre de soins avec l'opérationnalisation des régions et départements sanitaires sera matérialisée par des chantiers dont la fin est prévue pour juin 2023. Il s'agit de la construction de l'Institut de maladies tropicales, de maladies infectieuses d'Ovendo, des hôpitaux de la Péri, d'un Zengayong, d'un Toum et d'un centre opérationnel d'urgence de santé publique. Il s'agit également de la réhabilitation de plusieurs infrastructures sanitaires à l'intérieur du pays, notamment à Akieni, Lekoni, Okonja, Moanda, Fugamu, Ndende, Ovan, Mvadi, Mokeko, Minzik, Medoune et l'hôpital d'Ebieng à Oyem. Ce programme se poursuivra par des travaux de réhabilitation des centres hospitaliers de Franceville, Mouila, Makokou, Port-Gentil et Oyem. Concernant les plateaux techniques, il est prévu la réhabilitation de la salle de cathétérisme cardiaque du CHU de Libreville, le renforcement des équipements de traumatologie au CHU d'Ovendo, l'acquisition des scanners pour l'hôpital de la Péri, le CHR de Franceville, Lambaréné,
Kulamutu et Port-Gentil. Pour le CHR de Tchibanga, cette structure sanitaire sera dotée d'une nouvelle centrale d'oxygène pour favoriser la reprise des interventions chirurgicales. En outre, dans le but d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé de proximité et de satisfaire à leurs besoins sociaux dans les zones reculées, certaines actions urgentes seront engagées, notamment l'organisation de caravanes de médecine itinérantes dans les départements reculés, à l'exemple de Ndangui, qui a reçu le week-end dernier une caravane médicale et l'action se poursuit. L'organisation de missions médicales dans les CHR pour renforcer les équipes locales. À cet effet, une mission de médecins chirurgiens est prévue se rendre demain, 25 janvier 2023, dans la province du Haut-Ogooué. Ces missions médicales, constituées de spécialistes, seront systématisées afin d'offrir des soins de qualité aux populations de l'arrière-pays et éviter les évacuations sanitaires par la route qui exposent les malades et leurs accompagnants à d'autres risques que la maladie. L'organisation a compté du mois de février de journées médico-sociales au cours desquelles les populations pourront bénéficier de consultations médicales, de la vaccination, du dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, de moustiquaires imprégnés, l'établissement des actes de naissance et l'enrôlement pour l'immatriculation à la CNAMGS. La disponibilité des médicaments avec la réforme de l'Office pharmaceutique national amorcée depuis l'année 2021. Elle a permis la mise en place de pharmacies hospitalières dans les 3 centres hospitaliers universitaires à Libreville et à Ovendo. Ce programme va s'étendre au niveau des centres hospitaliers régionaux à Kulamutu, Lambaréné, Tchibanga, Makoku, Mouila, Port-Gentil, Oyem et au centre universitaire Amissa Bongo de Franceville. De même, pour assurer la disponibilité des médicaments dans les formations sanitaires en partenariat avec Santé pharmaceutique, une subvention de 2 milliards de francs CFA a été allouée pour les dispensaires et les centres médicaux. La réouverture des écoles de formation et d'action sociale et sanitaire de Mouila et de Makoko et le lancement du concours de l'INFAS. Ce sont plus de 650 personnes qui pourront intégrer ces établissements de formation des sciences de la santé par voie de concours d'ici à juin 2023. J'engagerai également des discussions avec nos partenaires de l'UNICEF et de l'OMS afin d'accroître la surveillance des maladies évitables par la vaccination, telles que la poliomyélite, la rougeole, le tétanos néonatal ou encore la fièvre jaune. 5. Affaires sociales. Concernant la politique sociale, nous accentuerons l'amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables et la protection des droits de la femme. Il est prévu à cet effet la réforme de la gouvernance de la CNSS et de la CNAMGS avec une forte implication du secteur privé, conformément aux très hautes instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République chef de l'État, en vue de sécuriser le paiement des pensions et améliorer les prestations sociales. L'ouverture des centres Ndossi et Akomga pour la prise en charge des enfants autistes et trisomiques. Le paiement des pensions de retraite. Il est important de noter que le chef de l'État a alloué une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour la prise en charge de 5 000 nouvelles pensions. Je suis heureux d'annoncer, honorables députés, mesdames et messieurs, que le paiement est effectif depuis ce matin. Le gouvernement se penchera en outre sur la question des retraités du secteur public avec une écoute active sur leurs attentes et revendications. Nous lancerons à compter du mois de mars prochain un programme d'aide aux activités génératrices de revenus pour les Gabonais économiquement faibles, afin de les aider à mieux faire face à l'impact négatif de la COVID-19 sur leurs activités. Nous rendrons effective la carte d'invalidité pour octroyer des facilités aux personnes vivant avec un handicap dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports, du logement, du sport, de l'emploi, ainsi que l'acquisition d'équipements spécifiques. Nous intensifierons la mise en œuvre
du programme Gabon Égalité, avec l'accompagnement de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la famille dans les provinces du Gabon, afin que les femmes puissent mieux connaître leurs droits à travers la législation actuelle. C'est le lieu, Monsieur le Président, de saluer ici la forte implication de Madame Sylvia Bongo Ndimba, première dame du Gabon, et lui présenter l'hommage de nos différentes reconnaissances pour les actions multiples qu'elle mène en faveur des personnes vulnérables. Pour rappel, les lois en faveur d'une meilleure protection des droits de la femme ont été adoptées et sont progressivement mises en œuvre. C'est dans ce cadre que récemment, le centre d'accueil Gabon Égalité de Nzengayong a vu le jour afin de recevoir et accompagner les personnes victimes de violences basées sur le genre. 6. Emploi. Pour ce qui est de la lutte contre le chômage, et particulièrement celui des jeunes, priorité absolue du chef de l'État, les réformes fortes et audacieuses ont été implémentées par le gouvernement à la faveur d'un dialogue public-privé, soutenu et pragmatique, avec les pourvoyeurs d'emplois, afin d'encourager la relance des emplois et de corréler l'offre de formation aux besoins du marché. Des transformations profondes de l'offre de formation professionnelle, du Code du travail et de l'Office national de l'emploi, devenu Pôle national de l'emploi, ont été réalisées. Ainsi, le gouvernement a mis un accent prioritaire sur la valorisation des métiers porteurs d'emploi, conformément à l'expression des besoins en capital humain des entreprises. En parallèle, la nouvelle législation du travail, promulguée en novembre 2021, a codifié plusieurs formes contractuelles d'emploi destinées à favoriser l'insertion et la réinsertion des jeunes, tout comme la reconversion professionnelle des demandeurs d'emploi. Ces nouveaux contrats constituent la base de programmes d'accompagnement à l'emploi et à l'auto-emploi, mis en œuvre par Pôle national de promotion de l'emploi, lesquels ont généré près de 3000 emplois jeunes sur la seule année 2022. C'est pourquoi, conformément aux nouvelles dispositions du Code du travail et en vue de poursuivre les efforts de relance des emplois de façon significative, le gouvernement rappelle aux entreprises d'au moins 3 ans d'existence et comptant plus de 20 salariés l'obligation qui leur est faite par la loi de recruter des jeunes dans le cadre de ces programmes dans la limite de 5% de leurs effectifs. Ceci se fera sur l'ensemble des entreprises présentes sur les bassins d'emploi des 9 provinces du Gabon. Par ailleurs, tout en affirmant la volonté de maintenir l'attractivité d'investissement de notre pays, et toujours dans l'objectif de lutter contre le chômage, le gouvernement décide que l'octroi des autorisations de travail de la main-d'œuvre étrangère sera dorénavant subordonné à l'obligation légitime de recruter des nationaux dans le cadre de programmes d'accompagnement à l'emploi, afin de favoriser la formation et l'insertion professionnelle des Gabonais. À cet effet, le gouvernement que je conduis s'attachera à veiller au strict respect de ces obligations et attend des entreprises un engagement franc, pragmatique, en faveur de l'emploi des nationaux. Enfin, il y a lieu d'indiquer que l'action du gouvernement pour la lutte contre le chômage s'inscrit également dans la promotion de l'entrepreneuriat national et l'auto-emploi. Afin de matérialiser cette ferme volonté de créer un tissu de PME solide et prospère, il a été procédé le 18 janvier dernier à la signature d'une convention entre la Société de garantie gabonaise et la BICI, matérialisant la mise à disposition d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA, constitutif d'un fonds de garantie destiné au financement des PME. Ces PME pourront ainsi se structurer, améliorer leur profitabilité et créer des emplois. D'autre part, des efforts identiques seront consentis avec le fonds PNPE Entreprendre pour favoriser le taux-emploi, vecteur de la lutte contre le chômage. Ces fonds de garantie ont vocation à être mis à disposition d'établissements de microcrédit afin d'accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs déjà en activité pour des montants de l'ordre de 500 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA selon les besoins identifiés. Le gouvernement entend donc solliciter l'adhésion, la solidarité et la proximité des grandes entreprises
afin d'encourager la sous-traitance avec les PME locales dans le cadre de la préférence nationale. Toutes ces décisions s'inscrivent dans le patriotisme social et économique que le gouvernement entend inscrire de façon pérenne avec les entreprises du secteur privé dans un partenariat franc, sincère et empreint du respect des engagements pris en contrepartie des concessions consenties par l'État. Dans le secteur public, les efforts de recrutement initiés depuis 2019 et qui ont permis l'intégration de près de 10 jeunes à la fonction publique vont se poursuivre, de façon progressive bien sûr, suivant des accords conclus avec les partenaires sociaux. La continuité de la dynamique de l'année 2023 impactera une cible de 3 000 jeunes, dont la promotion N7 de 2019 à 2022, le personnel de santé. Une opération d'optimisation des ressources humaines de l'État est également en cours de réalisation avec l'organisation de concours dont les besoins ont été préalablement identifiés et programmés budgétairement, à l'instar du concours d'entrée à l'école normale, à l'École nationale de la magistrature, lancé en 2021, ou encore du concours de l'INFAS qui se tiendra dans les prochaines semaines pour un besoin exprimé à plus de 400 personnes. Concernant les relations avec le secteur privé, le gouvernement souhaite insuffler une nouvelle dynamique dans sa relation avec les entreprises, sans lesquelles, il faut bien le reconnaître, les efforts pour lancer l'économie seraient vains. Nous voulons que cette volonté se matérialise par la signature d'un pacte de responsabilité réciproque, impliquant une démarche de dialogue continu et patriotique, pragmatique et de proximité dans l'intérêt économique, industriel de notre pays. Dans ce cadre, cette relation bâtit sur une écoute privilégiée des préoccupations sectorielles. Chaque partie s'engagera au respect de ses obligations et devoirs. La préférence nationale. La préférence nationale. Et la solidarité des grandes entreprises envers les PME locales pour leur éligibilité à la commande publique qualitative constitue une forte attente du gouvernement. Ce pacte de responsabilité, honorables députés, nous conduira vers un mieux vivre ensemble, avec des relations franches et directes. C'est ensemble que nous construirons un tissu économique solide, prospère, garant de croissance et créateur d'emplois. 7. Éducation et formation. Les efforts de construction de nouvelles salles de classe vont se poursuivre, car en plus des 10 000 places disponibles au primaire et au secondaire, ce sont 20 000 autres places qui devront être créées pour nos enfants sur cette fin d'année 2023. Aussi, des actions majeures permettront-elles de relever les principaux défis liés à la gouvernance des départements en charge d'éducation et des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, par la valorisation de l'enseignement professionnel et technique, la promotion de l'excellence, le maintien de l'apaisement du climat social et la lutte contre les violences scolaires. Par ailleurs, nous procéderons à l'ouverture de nouveaux centres de formation professionnelle, notamment celui de Tchengue, et à la finalisation de la construction des universités de Port-Gentil et du Cap-Esterias. Mon gouvernement se penchera en outre sur la situation plus que préoccupante de l'université Omar Bongo de Libreville et de l'USTM. Ces deux universités méritent en effet toute l'attention du gouvernement. Des propositions concrètes dans les prochaines semaines. 8. Le conflit homme-faune. Notre pays, mesdames et messieurs, a engagé des politiques volontaristes de préservation de l'environnement et des écosystèmes. Au-delà du respect de nos engagements internationaux, cette politique vise d'abord à préserver l'avenir de nos enfants et à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Cependant, force est de constater que cette politique ne se fait pas sans heurts, notamment avec ce qu'il est désormais convenu d'appeler le conflit homme-faune, ou plutôt le conflit homme-éléphant.
Les nombreuses rencontres tenues au plan provincial, aussi bien qu'au plan national, ont arrêté un panier de solutions, avec en outre la pose de barrières collectives ou individuelles quand c'est possible, des battues administratives sous conditions, mais également l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit. À ce stade, il n'est point besoin de rappeler que la vie des Gabonais compte plus que tout, et elle est au-dessus de toute autre considération. Il n'est donc pas vrai de penser que la politique de préservation se ferait au détriment des populations gabonaises. Aussi, j'engage le gouvernement à mettre en œuvre la décision de procéder à l'indemnisation des populations victimes d'ici à la fin du mois de mars 2023. Ce délai doit constituer le début de cette opération qui, comme chacun peut en convenir, pourrait s'avérer complexe. 9. Le 9e point, honorable député. Nous traiterons des questions électorales, de la carte d'identité et d'autres questions régaliennes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous allons connaître cette année 2023 la tenue de 3 consultations électorales. L'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et celle des conseillers municipaux et départementaux. Il s'agira d'un défi majeur lancé à la classe politique dans son ensemble et aux citoyens gabonais en général. Par sa tradition de paix et de stabilité, notre pays doit aborder ces échéances avec sérénité, car le Gabon que nous aimons, le Gabon est notre destin commun et le Gabon est notre avenir. C'est pourquoi, désireux d'établir un climat apaisé, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a bien voulu appeler à une concertation politique, à laquelle un nombre important de partis politiques et de personnalités ont déjà répondu favorablement. Le gouvernement s'emploiera, pour ce qui est de ses missions, à réunir toutes les conditions pour la tenue de cet important moment d'échange et de partage, moment d'idées entre Gabonaises et Gabonais. C'est le lieu d'appeler à nouveau à la responsabilité de tous et de chacun, et aux contributions multiformes. Nous devons tout mettre en œuvre pour sortir de la démocratie de la confrontation violente vers une démocratie plus apaisée, faite d'écoute, de conciliation et de prise en compte du point de vue de l'un et de l'autre, même minoritaire. À ce sujet, il me faut relever que la vérité, si elle existe, n'a pas de camp. Elle est la vérité en elle-même. Que la justice, lorsqu'elle existe, doit être la même pour tous. Et que la paix, la vraie paix, consiste pour chacun à connaître sa place et à s'y tenir. Dans le processus conduisant à la tenue des élections, le gouvernement, comme par la loi, s'emploiera à mettre en place le Centre gabonais des élections. Pour rappel, les principales étapes de la mise en place du bureau du CGE, conformément à l'article 12A de l'ordonnance numéro 004/PR/2018 du 26 janvier 2018 sont la transmission par les différents partis ou groupements politiques de la majorité et de l'opposition des listes de leurs postulants aux différents postes à pourvoir, la mise en place du comité ad hoc en charge de la réception et de l'examen des dossiers de candidature, l'appel à candidature au poste de président du CGE par la commission ad hoc et la mise en place du collège électoral spécial. Il convient de souligner, honorables députés, qu'il n'est pas antinomique de procéder au renouvellement du bureau du CGE avant la tenue de la concertation politique appelée par le chef de l'État. Ceci afin de répondre à l'attente légitime de la classe politique d'une part et de nous appliquer à la mise en œuvre de la décision qui, comme chacun le sait, a valeur constitutionnelle. Et elle s'impose à tous. Sur l'établissement de la carte d'identité nationale électronique.
sans aucun lien avec les élections. Comme nous le savons, en tant que document officiel, elle est délivrée à tout citoyen par les pouvoirs publics et sert avant tout à attester de la réalité de la nationalité et d'accomplir quotidiennement les actes de gestion et de dispositions liées à sa vie courante. Les transactions bancaires, acquisition ou cession de biens divers, soins médicaux, etc. Bien plus qu'une simple formalité administrative, la carte nationale d'identité électronique consacre l'appartenance à la patrie. En conséquence de quoi, il est légitime de comprendre l'impatience de nos concitoyens qui en sont dépourvus et ceux pour qui elles sont arrivées à expiration. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à lancer sa production. La phase technique préalable au démarrage des opérations d'enrôlement a été achevée, notamment avec la livraison de l'application de l'interface de programmation et le renouvellement de la chaîne de production de la DGDI. L'officialisation du calendrier de ces opérations de collecte de données des citoyens devrait être faite dans les prochaines semaines. Au terme de ce processus, notre pays pourra se féliciter de posséder l'une des cartes nationales d'identité électronique les plus fiables et les plus sécurisées. Ce sont d'ailleurs les faiblesses constatées en matière de sécurité et de fiabilité de la carte nationale d'identité qui ont amené le gouvernement à dénoncer le contrat qui le liait à son ancien partenaire technique, interrompant ainsi la poursuite de sa production et sa délivrance. Sur la révision de la liste électorale. Les aspects techniques inhérents à la révision de la liste électorale étant en cours d'achèvement, notamment la formation des grands formateurs, la mise à disposition et checking de l'équipe d'enrôlement, il est très raisonnablement envisageable que les opérations de révision à proprement parler soient lancées d'ici au mois de mars 2023. Ces opérations, compte tenu du calendrier scolaire, se dérouleront principalement dans les mairies, les préfectures, les sous-préfectures et dans des zones dépourvues d'infrastructures suffisantes, des équipes mobiles seront déployées. En ce qui concerne les conditions d'inscription sur la liste électorale, telles que définies par la loi, il ne nous paraît pas superfétatoire de rappeler que, outre la présentation de la carte nationale d'identité, les candidats à l'inscription sur la liste électorale peuvent également, pour se faire enrôler, présenter un passeport ordinaire, un acte de naissance ou un jugement supplétif. Honorables députés, mesdames et messieurs, s'agissant du régalien, j'entends engager mon gouvernement sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens, car nous ne le dirons jamais assez, la sécurité est la première des libertés. Aussi, face à l'insécurité grandissante, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, un engagement quotidien d'efforts de sécurité pour un maillage efficace du territoire devra être de mise. Pour ce, j'entends demander le renforcement de contrôle au point d'entrée du territoire national, avec une meilleure gestion des flux migratoires, la mise hors d'état de nuire de différents gangs qui écument nos principales villes et commencent à se répandre dans nos campagnes, la lutte contre l'insalubrité et l'occupation anarchique du domaine public. Des arbitrages seront effectués en vue de renforcer les personnels et doter nos forces en moyens matériels et logistiques suffisants pour remplir leur mission sur le terrain. Pour ce qui est de la justice sociale, mon gouvernement poursuivra les efforts de mes prédécesseurs en promouvant une justice équitable et accessible à tous, avec en toile de fond la lutte résolue pour le rétablissement des droits des orphelins, des enfants vulnérables, des personnes âgées en situation de détresse et d'extrême précarité et des conjoints survivants. Dans ce cadre, l'action de mon gouvernement s'articulera autour de la poursuite des réformes juridiques et institutionnelles. De plus, sur le plan infrastructurel, les établissements spécialisés tels que le Centre de protection et de promotion sociale des droits de la femme victime de violences, l'Observatoire des droits de la femme, le Centre de protection des mineurs, etc. seront renforcés.
Mon gouvernement entend également renforcer la lutte contre la criminalité, le grand banditisme et la corruption. 10. Relations avec les institutions. S'agissant de la relation entre le gouvernement et les autres institutions, nous mettrons tout en œuvre pour les fluidifier et les renforcer. Nous entretiendrons un dialogue permanent avec le Parlement en vue d'améliorer le rythme de production de nos lois et leur qualité. J'entends également améliorer les relations entre le gouvernement et les autres acteurs de la vie de la nation, les partis politiques, la majorité comme ceux de l'opposition, les syndicats, les organisations de la société civile, les acteurs religieux et les acteurs culturels. Je mettrai un accent particulier sur l'amélioration des relations entre le gouvernement et les médias. Une attention soutenue devra leur être portée. Me fondant sur les dispositions de la Constitution, je m'engage à proposer et à instaurer une journée nationale de prière pour la nation. Honorables députés, mesdames et messieurs, nous sommes un peuple de croyants. Et en tant que tel, nous devons assumer de nous remettre à la puissance divine, au Créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne ou la religion à laquelle on appartient. Me fondant sur les Saintes Écritures pour les chrétiens, il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, je cite, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Fin de citation. Par ailleurs, je demanderai au ministre de la Culture de travailler à la création et à la mise en place d'un Conseil national des rites et traditions. 11. Décentralisation. En matière de décentralisation, de cohésion et de développement des territoires, le gouvernement mettra tout en œuvre pour rendre la décentralisation effective. C'est un engagement. Pour ce faire, nous allons accélérer le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales et nous mettrons en œuvre le fonds de péréquation des collectivités locales. En ce qui concerne le transfert des compétences, il est à noter que, outre le cadre juridique qui a été adopté, un secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation a été désigné. Aussi, au cours de l'année 2023, les premières réunions des commissions provinciales et nationales se tiendront et les premiers transferts de compétences pourront avoir lieu. Au plan politique, je proposerai la création de la conférence des territoires, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État. Ce cadre regrouperait, outre les élus locaux, les personnels de commandement et certains auxiliaires et chefs coutumiers. 12. Enfin, diplomatie. En matière de politique étrangère, le Gabon va continuer à marquer sa présence sur la scène internationale afin de se rendre et de rendre sa voix davantage audible et crédible. Il poursuivra la promotion et la défense de ses positions sur les grands enjeux régionaux, continentaux et mondiaux. Dans cette perspective, notre pays assurera dès le 25 février prochain la présidence en exercice de la CEAC. Libreville abritera également les 1er et 2 mars prochains le One Forest Summit que le Gabon organise conjointement avec la France. Les autres grands rendez-vous que notre pays doit honorer pour porter sa voix sont notamment aux Nations Unies, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, à l'Union africaine et à la CEMAC, à la Commission du Golfe de Guinée, à l'UNESCO et à l'OIF. Notre action extérieure se portera également à l'endroit des Gabonais de l'étranger. En plus de renforcer leur protection consulaire, nous allons améliorer notre assistance à leur endroit, grâce à des mécanismes d'insertion professionnelle et d'accompagnement à l'investissement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, j'ai indiqué au début de mon propos
que par ma nomination, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a fait le choix d'accorder sa chance à un enfant du Gabon. Je me définis comme un fils du Gabon, parce que ma naissance et ma vie ressemblent à celle de la majorité de nos compatriotes. Né dans une famille gabonaise normale, d'un père fonctionnaire des postes et télécommunications, Nzayo Minko Roger, aujourd'hui disparu, et d'une mère femme au foyer, Nosala Hélène, aujourd'hui disparue également. J'ai fait mes études primaires dans une école de Brousse, et c'est par le biais d'un concours d'entrée en 6e que j'intègre l'ESCAP, École secondaire des cadets de la police, où je suivrai un enseignement général et un enseignement militaire jusqu'en classe de terminale. De cette vie d'enfance, j'ai appris le sens du partage et de l'amitié, car nous ne possédions rien en propre et ce qui appartenait à l'un appartenait aux autres. Le partage. De cette période, j'ai également appris le patriotisme, l'amour de son pays, le culte des symboles, le respect de ses valeurs. Et au premier rang de ces valeurs, le travail, la justice. Le travail, mes parents, mes encadreurs, mes enseignants m'ont appris quel est le sens réel de ce mot. Le travail libère. J'ai également le courage d'assumer ses idées et ses opinions, mais aussi le courage de tendre la main aux plus petits, aux plus faibles. Le courage de n'avoir peur de rien, mais de respecter chacun. Mes années de faculté m'ont appris l'engagement militant. J'ai donc appris à défendre des causes justes, sans contrepartie. Mon engagement politique est connu de tous. Nul besoin d'y revenir. Ce que je sais, c'est que rien ne m'a été offert. C'est le lieu pour moi de remercier le Père Mbabessol, auprès de qui j'ai appris la rigueur au travail et avec qui j'ai découvert le Gabon profond. Je voudrais également rendre un hommage appuyé et mérité à Omar Bongo Ondimba, qui, au sortir de la présidentielle de 2005, m'a appelé au gouvernement en qualité de ministre délégué. Auprès du président Omar Bongo Ondimba, j'ai appris l'écoute et la fidélité. Dans ce registre de l'apprentissage auprès des aînés, je me dois de saluer la mémoire de Pierre Monsard Siegou, enseignant au département de lettres. Auprès de lui, j'ai appris la rigueur intellectuelle. Pour être complet, mon engagement chrétien m'a enseigné la crainte de Dieu, l'amour du prochain, mais au-dessus de tout, une foi inébranlable dans les valeurs d'égalité, de justice, de travail et de partage. À la jeunesse qui me regarde, je rappelle que les difficultés de la vie quotidienne, je les ai connues. Tout comme j'ai connu l'angoisse de ne pas pouvoir faire face à ses obligations. Je sais ce que cela représente. Souvent, il m'est arrivé de me tromper, mais chaque erreur m'a enseigné. Il m'est également arrivé de commettre des fautes que j'ai payées, parfois au prix fort. Mais jamais je ne me suis découragé. Et je veux dire à mes frères, à mes sœurs, n'abandonnez jamais. Il faut aller à la poursuite de ses rêves, sans craindre de se tromper. Et si vous tombez, faites tout pour vous relever. La vie n'est pas facile. Et le succès est au bout de l'effort. Il y a dans la vie ce que nous avons voulu être et ce que nous sommes. Il y a dans la vie ce qu'on aurait voulu avoir et ce que nous avons. Le bonheur, le vrai bonheur, se construit à partir de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs,
la déclaration de politique générale que je présente se situe dans le Gabon que nous avons et que nous devons transformer avec les ressources dont nous disposons, ici et maintenant. Nos ressources humaines d'abord, que nous devons mieux valoriser. Nos ressources naturelles, que nous devons exploiter de manière durable. Nos ressources budgétaires, enfin, que nous devons mieux utiliser pour atteindre nos objectifs de développement. Honorables députés, mesdames et messieurs, j'ai choisi de situer l'action de mon gouvernement dans le patriotisme, le pragmatisme et la proximité. Le patriotisme parce que servir le Gabon et les Gabonais, c'est le but ultime de tout engagement politique. Et pour servir le Gabon, bien le servir à bon escient, il faut le connaître, il faut l'aimer. Le pragmatisme, car seul le résultat compte. Le résultat. Faire ce que l'on doit avec ce que l'on a. La proximité, car comme l'a rappelé le président de la République, une bonne décision est une décision prise à partir du terrain. Le terrain commande la manœuvre, disent les militaires. Être proche de nos compatriotes, dans une écoute active, tel sera le credo de mon gouvernement. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, nous engage à accélérer la cadence pour un sprint final. Tel donc un athlète, mon gouvernement entend garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Pour ce faire, nous ne nous arrêterons ni pour applaudir avec ceux qui applaudissent, ni pour répondre à ceux qui maudiraient, car dans un cas comme dans l'autre, le risque est grand de nous détourner de l'objectif final, le développement du Gabon. Honorables députés, comme l'a autorisé le Conseil des ministres, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement dans la déclaration. À 1h55 minutes.